Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer un bundle sur Symfony 4. Alors avant de commencer, si vous vous rendez sur la documentation, vous allez lire ce message qui vous dit que avant la version 4.0, il était conseillé de séparer le code de son application en bundle. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme une mauvaise pratique. On peut alors se demander pourquoi tu fais une vidéo sur les bundles si effectivement c'est une mauvaise pratique. En fait, il faut savoir qu'avant, il était conseillé de séparer le code de son application en bundle. Donc, par exemple, pour un gros site, on pouvait se retrouver avec un blog bundle, forum bundle, user bundle, panier bundle, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on séparait la logique applicative en bundle. Et c'est effectivement ça qui aujourd'hui est considéré comme une mauvaise pratique. Tout le code de son application va être dans le namespace app. Il n'y a rien de besoin de séparer. En revanche, si vous avez besoin de créer un bundle qui permet de créer un code qui soit réutilisable de projet en projet, dans ce cas-là, c'est toujours pertinent d'en créer. Donc en fait, si vous avez besoin de créer une librairie que vous avez peut-être l'intention de publier ou de réutiliser, dans ce cas-là, l'utilisation de bundle n'est pas déconseillée. Donc cette petite aparté étant faite, qu'est-ce que l'on va mettre en place dans cette vidéo? Donc je vous propose de découvrir ensemble comment mettre en place reCAPTCHA. Parce qu'on avait créé un site pour une agence immobilière, mais le problème c'est qu'une fois qu'on l'a mis en ligne, on a réalisé que beaucoup de gens utilisaient ce petit formulaire pour nous spammer. Et ça, évidemment, c'est pas une bonne chose. Donc l'idée, c'est de créer une librairie que l'on va pouvoir réutiliser très simplement de projet en projet. Donc pour fonctionner, cette librairie va se présenter sous forme d'un nouveau type que l'on pourra utiliser dans nos formulaires. Donc par exemple, dans mon contact type, qui est mon formulaire, j'aimerais bien par exemple pouvoir avoir un bouton qui va s'appeler envoyer, ou captcha peut-être, ça serait plus pertinent, et ça serait de type reCAPTCHA submit type. Et automatiquement, ça mettra en place la vérification reCAPTCHA. Et pour configurer ce plugin-là, on pourrait imaginer utiliser le même principe que d'autres packages, avoir un fichier YAML où on mettrait la configuration avec notre clé privée et notre clé secrète et notre clé publique. Donc pour créer cette librairie, on va la mettre directement dans notre projet pour le moment, mais ensuite on la séparera et on publiera par exemple sur Composer. Mais là, l'idée c'est de commencer à travailler dessus dans ce projet-là. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler lib, c'est un petit peu arbitraire, ou lib ça avec un S, à vous de voir. Et à l'intérieur, je vais créer mon dossier reCAPTCHA bundle. Ce sera le dossier qui accueillera notre bundle. Et à l'intérieur, je crée ma première classe qui va s'appeler reCAPTCHA bundle.php. Au niveau du namespace, vu que j'ai l'intention de le publier peut-être plus tard, on va choisir comme namespace GraphiCart reCAPTCHA bundle. Et ensuite, je peux créer ma classe traditionnellement. Donc cette classe aura comme particularité d'étendre de bundle. Donc c'est une classe qui se situe dans le namespace Symfony Component HTTP kernel bundle et bundle. Maintenant que cette classe est créée, je vais modifier mon fichier composer.json pour lui indiquer que pour charger le namespace, alors ça sera dans la partie autoload ici, pour charger le namespace GraphiCart reCAPTCHA bundle, il faudra aller chercher dans le dossier qui sera dans le dossier lib, puis ensuite reCAPTCHA bundle. Donc pour l'instant, je fais cette modification, mais encore une fois, quand ça sera publié, ça sera beaucoup plus simple. Maintenant, je vais mettre à jour mon autoloader de Composer grâce à la commande composer dump-autoload. Et enfin, il faut que je modifie la configuration de mon projet, et notamment le fichier bundles.php, pour charger ce nouveau bundle. Donc c'est le reCAPTCHA bundle, et on le met pour tous les environnements. Maintenant que cette modification est faite, ça ne va absolument rien changer au niveau du code de notre application. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre dans cette partie bundle une partie initialisation pour par exemple définir les clés, les paramètres, ce genre de choses. Donc la première chose que l'on va devoir mettre en place, c'est le champ dans notre formulaire. Donc on va créer un nouveau type de champ. Donc au niveau de mon dossier lib, on va s'imaginer créer un nouveau dossier et on va l'appeler type. Et à l'intérieur, on aura notre reCAPTCHA submit type. Donc l'idée c'est d'avoir un bouton qui permette de déclencher le reCAPTCHA. On se situera donc dans le namespace reCAPTCHA bundle de GraphiCart et ensuite on aura un sous-namespace type. La classe s'appellera reCAPTCHA submit type et étendra de abstract type. Donc tous les types pour les composants de formulaire doivent étendre de cette classe-là.
Ensuite, je vais définir nos options de configuration. Donc ça va être les configure options. Donc ça prend en paramètre quelque chose qui est de type option resolver et ensuite on peut rajouter des configurations. Donc nous, on aura besoin de redéfinir juste certaines clés. Je pense notamment préciser les valeurs par défaut pour le mapped et on va mettre mapped à false. Mapped, qu'est-ce que je dis? Donc ça permet de dire que ce champ-là n'est pas relié à une information dans notre objet qui représente les données. CAPTCHA, c'est en fait un champ un petit peu dans le vide qui servira à valider ensuite la clé. Ensuite, on va définir une autre fonction qui est la fonction getBlockPrefix qui permet de donner un préfixe à notre bloc. Ça sera ensuite utilisé par les vues pour choisir quel outil rendre. Donc par exemple, si on a quelque chose qui a le préfixe submit, ça utilisera le submit type, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, on va l'appeler reCAPTCHA, tout simplement. Ou si vous avez peut-être l'intention d'avoir plusieurs types de reCAPTCHA, vous pouvez mettre reCAPTCHA underscore submit, à vous de voir. Ensuite, on va créer une dernière fonction qui est le getParent. Alors là, ça va préciser quel est le champ qui est parent à celui-là, et du coup, ça héritera des mêmes options. Donc on pourrait être tenté d'hériter du submit parent, mais d'après mes tests, on va plutôt hériter du texte type parce que ça met en place le système de validation dont on va avoir besoin. Donc attention au namespace à importer, c'est bien le namespace qui se situe dans la partie form component. Donc rien qu'en faisant ça, on va avoir notre nouveau type que l'on va pouvoir utiliser. Donc si maintenant je modifie mon formulaire pour contacter l'agent immobilier, je peux lui dire je vais rajouter un nouveau champ, on va l'appeler tout simplement CAPTCHA, peu importe, vu que ce n'est pas mappé à quelque chose. On utilise le reCAPTCHA submit type et on va préciser des options, notamment par exemple le label à utiliser. Donc là, ça sera, qu'est-ce qu'on avait mis, contacter l'agence ou envoyer. On mettra envoyer. Et c'est la seule chose que l'on a à faire pour mettre en place ce nouveau type. Et on veut que l'utilisateur n'ait rien d'autre à faire, évidemment. Ce que je vais faire peut-être au niveau de ma vue, donc c'était property/show, c'est que je vais par défaut afficher ce formulaire. J'avais mis un style avec un display none, on va mettre un display block pour le moment. Histoire de garder toujours le formulaire visible pendant nos tests, ça sera pratique. Et j'ai inversé, c'est pas celui-ci que je veux modifier, mais c'est celui-ci. Donc pour l'instant, comme on le voit, la seule chose que ça change, c'est que ça rajoute ce nouveau champ, et vu qu'il hérite du texte type, il a cette apparence par défaut. Nous, on veut vraiment qu'il ressemble à un bouton. Donc on va devoir modifier le format HTML. Donc dès qu'on a besoin de modifier le format, il faut créer une nouvelle vue Twig. Le problème, c'est que cette vue Twig, elle va se situer dans ce bundle-là, et il va falloir ensuite la charger. Donc il y a une certaine convention à respecter. Dans votre bundle, vous devez avoir un dossier qui va s'appeler ressources avec un S et avec un R majuscule. Et ensuite, vous pouvez avoir vos vues dans un sous-dossier qui va s'appeler views. Donc nous, on va par exemple créer un nouveau fichier que l'on va appeler fields.html.twig. Et à l'intérieur, on pourra déclarer le bloc qui correspondra à notre champ. Rien qu'en créant ce dossier, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un nouveau namespace au sein de Twig. Si vous vous rendez au niveau de votre terminal et que vous faites un php bin/console, et que vous débuguez la partie Twig, vous allez voir une partie namespace, alors il faut attendre un petit peu, mais on a ce reCAPTCHA. Ce namespace reCAPTCHA maintenant pointe directement à cet endroit-là. Donc si vous avez besoin de charger des vues qui proviennent de ce dossier reCAPTCHA, vous pouvez préfixer le chemin par @reCAPTCHA. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc pour définir notre nouvelle apparence, il suffit au niveau de notre vue de créer un nouveau bloc qui prend le préfixe, donc c'était reCAPTCHA underscore submit et underscore widget. Vous devez rajouter le underscore widget. Et à l'intérieur de ce bloc, vous expliquez comment rendre votre bouton. Donc nous, pour le coup, on va faire appel à un autre bloc qui est le bloc submit underscore widget. Et c'est tout ce que l'on a à faire. Si on veut, on pourra lui passer ensuite des paramètres ou des attributs pour modifier l'apparence de ce bouton. Par défaut, ça ne va pas fonctionner de manière magique, c'est-à-dire qu'on ne va pas réactualiser et voir le bouton Submit. Pour que ça fonctionne, il va falloir indiquer, au niveau des templates que l'on peut utiliser au niveau de Twig, il faut charger ce nouveau fichier. Alors si vous voulez un petit peu regarder, j'ai fait pas mal d'essais avant de trouver, mais vous pouvez faire un php bin/console, debug de .container, et débugger les paramètres, donc en tapant parameters, qui sont envoyés dans le container. Donc ça va vous lister l'ensemble des paramètres disponibles.
Alors ça fait beaucoup de choses, mais vous pouvez ensuite utiliser grep pour ne chercher que les composants qui correspondent par exemple à Twig. Et vous avez que les paramètres qui correspondent à Twig. Celui qui est intéressant, c'est celui-ci. C'est le twig.form.resources. Donc ça montre l'ensemble des ressources et des chemins dans lesquels le système de formulaire va pouvoir chercher des templates. Et on voit que par défaut, il y en a un pour Vitch Uploader. Donc ça c'est lié à mon projet. Puis ensuite, on a le form_div_layout. Et après, on va avoir celui de Bootstrap et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si vous voulez débugger encore plus en profondeur, vous pouvez paramétrer et lui dire je veux tous les paramètres qui correspondent à twig.form.resources. Et ça ne nous donne pas forcément plus d'informations, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est de rajouter au niveau de ce tableau-là notre nouveau chemin. Donc pour faire ça, il va falloir modifier notre container. Et ça peut se faire via le reCAPTCHA bundle. Dans ce bundle, vous pouvez réimplémenter une méthode qui est la méthode build. Cette méthode prend en paramètre le container builder. Et sur ce container builder, vous allez pouvoir faire des traitements particuliers. Donc d'abord, j'appelle la méthode parente, et ensuite, vous pouvez utiliser la méthode add_compiler_pass. Et ça vous permet de rajouter une logique qui va rajouter des comportements. Alors si vous avez besoin de plus d'informations, vous cherchez container compiler pass, Symfony par exemple, et on va espérer trouver ça dans la documentation. Et donc on retrouve ce qu'on est en train d'écrire, et ensuite il crée cette classe qui va être donc un compiler pass, qui va implémenter la compiler pass interface, et dedans il peut rajouter des définitions ou en modifier à la volée. Donc c'est exactement ce que l'on veut faire dans cette situation. Donc cette classe, on va l'appeler reCAPTCHA container ou compiler pass, peu importe, .php. Donc elle va se situer encore une fois dans le namespace reCAPTCHA bundle. Et la classe sera reCAPTCHA compiler pass. Et comme on l'avait dit, elle devra implémenter la compiler pass interface. Donc cette interface, pour l'implémenter, il suffit de définir une méthode qui s'appelle process et qui prend en paramètre le container builder. Et après, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc par exemple, on peut vérifier est-ce que notre container builder a un paramètre qui s'appelle twig.form.resources. Donc le paramètre que l'on vient d'inspecter. S'il a effectivement ce paramètre, on va le sauvegarder dans une variable en faisant container getParameter et on récupérera twig.form.resource. Là, on est bien content que l'IDE complète les choses. Si ce paramètre est vide, peut-être on lui dira définis ça sous forme de tableau vide. Bon, normalement, il est déjà rempli dans une application, mais on ne sait jamais. Ensuite, je vais en profiter pour lui dire rajoute dans ce tableau, grâce à la méthode arrayUnshift, je vais rajouter un nouveau chemin qui sera reCAPTCHA. Donc ça, c'est le namespace que l'on a vu tout en haut. Hop, si je remonte. Je ne sais pas si l'historique est suffisant. Ouais, en remontant, on ne trouve rien. Donc on va juste refaire un coup de debug de .twig. Et vu que on n'a pas fini ici, il me sort une erreur. Parce qu'il inspecte le code de l'application avant même de faire quoi que ce soit. Donc on va commenter ça. Hop. Et on va mettre dans le compiler pass que l'on souhaite utiliser la classe reCAPTCHA compiler pass qu'on est en train de créer. Voilà, comme ça au moins il n'y aura plus d'erreur et on pourra débugger Twig convenablement. Donc le nom du namespace, attention, c'est pas reCAPTCHA bundle, mais c'est reCAPTCHA, le nom du bundle en fait. Donc au niveau de notre compiler pass, hop, je décommente ça. Et ce namespace correspond au dossier views. Donc ensuite, il suffit juste de lui dire, il faut que tu charges fields.html.twig. Et maintenant que ce tableau est modifié, on peut aller lui dire dans le container, je veux que tu redéfinisses le paramètre twig.form.resources et tu vas définir cette nouvelle variable. Comme ça maintenant, si je redébug les choses et que je regarde le paramètre qui correspond à twig.form.resources, je vais avoir en plus mon namespace reCAPTCHA. Et je ne l'ai pas parce que j'ai fait un petit oubli. Donc c'est important comme ça de débugger les choses et de bien vérifier que vous ne foirez pas des étapes intermédiaires. Parce que si après vous avez besoin de débugger, vérifiez bien que vous avez ce namespace qui se remplit. L'avantage, c'est que ce chemin va être utilisé pour définir ce bloc-là et que maintenant, si je réactualise ma page, je vais voir que mon champ a été remplacé par un bouton. Et il utilise le Submit Widget qui dépend de votre thème. Donc vu que moi j'utilisais le thème Twitter Bootstrap, il va bien réutiliser ça. Seul petit bémol que je trouve, c'est qu'il utilise le label envoyé. Vu que l'on étend du texte type, il utilise le label au-dessus.
Donc ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Donc j'ai pas forcément trouvé une super manière de remédier au niveau du problème, si ce n'est qu'au niveau du type, je vais pouvoir modifier la fonction buildView. Donc on va modifier ça juste au-dessus. Donc cette fonction prend en paramètre quelque chose de type FormView, quelque chose de type FormInterface et le tableau d'options. Le tableau d'options, c'est les options qui ont été définies par l'utilisateur, mélangées à celles par défaut. Je n'appelle pas la méthode parent parce qu'il n'y a pas de parent dans le abstract type. Et je vais simplement redéfinir la variable qui va s'appeler label et dire que par défaut, elle est à false. Ça permettra au système de ne plus mettre de label. Le problème, c'est que notre bouton n'aura du coup plus de label. Donc on peut créer une nouvelle variable que l'on va appeler button. Et cette variable-là, elle récupérera le label qui est passé en option. Si je réactualise, ça ne changera effectivement rien, mais l'avantage, c'est que je peux ensuite redéfinir au niveau de notre fields.html.twig les paramètres à envoyer au submit widget. Juste avant notre bloc, on va faire un petit set et on va lui dire le label, c'est égal à button. Et ça permettra de remédier au problème et ça permettra d'avoir notre label. Bon, c'est une petite astuce, mais globalement, c'est parce que notre widget va être entouré dans un form row. Et ce form underscore row, pour éviter d'avoir à le remodifier, on pourrait avoir un reCAPTCHA underscore row. Je préfère faire cette méthodologie-là. Ça permet de réutiliser les propriétés du thème. Donc maintenant, ce que l'on doit faire pour que notre système fonctionne, c'est au niveau de notre reCAPTCHA, rajouter ce bouton-là. Il faut que ce bouton ait l'attribut avec une classe particulière, un data-seedKey et un data-callback, qui sera le callback à appeler. Donc pour rajouter la classe, c'est assez simple. Il suffit de redéfinir la variable attribut et de changer les attributs et de par exemple lui dire la classe à utiliser, ça sera g-reCAPTCHA. Et automatiquement, comme ça, notre système, alors si je reviens ici, il aura la classe reCAPTCHA. Le problème, c'est qu'il perdra peut-être les classes qui auraient été renvoyées. Donc si vous voulez faire une fusion, vous pouvez lui dire je veux que tu fusionnes les attributs par défaut et ensuite je fusionne avec ça. Voilà. Comme ça, au moins, il conservera les attributs par défaut qui pourraient être passés. Bon, par défaut, ça ne va rien changer, mais on voit qu'il y a des attributs qui ont été rajoutés. Maintenant, je vais rajouter en plus le data-seedKey. Et là, je vais être un petit peu embêté parce qu'il va falloir que je récupère une clé qui sera configurée par l'utilisateur. Et après, je mets un data-callback et on va être aussi embêté parce qu'il faudra appeler une méthode en JavaScript. Donc pour l'instant, je ne mets rien. Donc tout de suite, si vous actualisez, vous allez tomber sur une erreur. On va vous dire effectivement la variable clé n'existe pas, il faut la définir. Donc ça veut dire que dans notre type, dans notre reCAPTCHA submit type, on va devoir lui envoyer une clé. Et là, les problèmes commencent. Parce que cette clé, il va falloir qu'elle soit injectée d'une manière ou d'une autre. Et on va avoir besoin d'une configuration particulière. Donc mon idée et le fonctionnement que j'imagine idéal, c'est dans le code de mon application, alors plutôt dans la partie config packages, avoir un nouveau fichier que je vais appeler reCAPTCHA.yaml. Et à l'intérieur de ce fichier, je ferai un reCAPTCHA et je pourrai définir les deux clés dont je vais avoir besoin. Et je le ferai de cette manière-là. Donc j'aurai la clé qui sera simplement la clé et la version secret qui sera envoyée au serveur. Une autre solution complètement différente, ce serait de se dire au niveau de l'utilisateur, je veux pas que tu aies une configuration comme ça qui soit un petit peu particulière, mais en fait tu vas considérer le type comme un service. Donc ce qui serait possible de faire, c'est d'avoir un service, de définir un nouveau service qu'on appellerait reCAPTCHA.type, peu importe. On lui dirait la classe à charger, c'est la classe reCAPTCHA submit type. Le tag, ça serait form.type, parce que c'est un nouveau champ. Et on préciserait manuellement des arguments. Et on pourrait lui envoyer par exemple un argument qui serait la clé. Et la clé, ça serait ce truc-là. On mettrait ça entre guillemets pour être sûr. Maintenant, au niveau du constructeur de ce submit type, on pourrait recevoir une chaîne de caractères qui serait la clé. Donc attention, il faut bien mettre key pour que ça soit compris par l'injecteur. Ensuite, on initialiserait ce champ en le définissant comme une propriété privée, et ensuite on pourrait l'envoyer à la vue à cet endroit-là. La vue recevra ensuite cette clé et l'utilisera à cet endroit-là. Si maintenant j'essaie de réactualiser mon code, je vois que je n'ai plus de problème au niveau de la variable clé, et si j'inspecte mon petit bouton ici, hop,
je vois bien que à la partie data-seed-key, on a injecté les choses. Donc ça, c'est la première manière de faire les choses. C'est une manière qui utilise tout simplement le système de service. Mais parfois, on a besoin de mettre des configurations un petit peu plus complexes. Et ça peut être intéressant de simplifier la configuration pour l'utilisateur final. Le développeur qui va utiliser notre librairie. Il n'a pas forcément envie de se compliquer à connaître toutes les classes qui sont cachées dans le code de notre application. Donc c'est vraiment une question de philosophie. Vous pouvez garder l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Au final, c'est suivant comment vous voyez le code et l'utilisation de la librairie. Donc si vous voulez avoir une configuration qui soit simple à utiliser, il faut un petit peu plus de code au niveau de votre bundle. Donc il va falloir créer un nouveau dossier, et ça c'est une convention qui s'appelle Dependency Injection, et à l'intérieur avoir un fichier, donc nous on va l'appeler reCAPTCHA bundle extension.php. À l'intérieur, on se situera donc dans le namespace reCAPTCHA bundle /dependency. Alors je fais attention parce que souvent je fais des erreurs et je mélange un petit peu les lettres. Dependency injection. À l'intérieur, on va avoir notre classe qui va s'appeler reCAPTCHA bundle extension et elle va étendre de extension. Attention, pas exception, extension. Et attention, c'est pas n'importe quelle extension, c'est l'extension qui se situe dans le namespace Symfony Component Dependency Injection. Pour étendre cette classe-là, vous allez devoir créer une méthode qui s'appelle load, qui prendra en paramètre un tableau de configuration et encore une fois ce container builder. Si je sauvegarde et que maintenant je reviens sur ma page, je vais avoir une petite erreur où on va me dire il n'y a pas d'extension pour charger la configuration reCAPTCHA. Donc par défaut, notre framework ne sait pas comment charger cette partie-là et cette configuration-là. Donc il va falloir créer une nouvelle configuration pour ça et expliquer au framework comment charger cette configuration. Donc il faudra créer un nouveau fichier que l'on va appeler configuration.php, tout simplement. À l'intérieur, on va se situer dans le namespace Dependency Injection de notre bundle. La classe va s'appeler configuration et va implémenter la configuration interface. Configuration interface. Encore une fois, attention, c'est ce namespace-là que vous voulez utiliser. Pour implémenter cette interface, il faut avoir une méthode qui s'appelle getConfigTreeBuilder. Et ça permet de construire l'arbre qui définira la configuration. Donc vous faites un treeBuilder égale new treeBuilder. Vous utilisez ce namespace-là. Et à l'intérieur, on va définir le root node. Ça va être le nœud racine. Et c'est là où c'est important. On va préciser que le root node s'appelle reCAPTCHA. Alors, il y a une convention très importante. Le nom du root node doit correspondre au nom du bundle en minuscule, en snake case. C'est-à-dire que si vous avez des majuscules, il faudra mettre un underscore devant, et sans le mot-clé bundle. Donc nous, ça s'appelle reCAPTCHA bundle. Donc le root, ça sera reCAPTCHA. Si vous ne suivez pas cette règle, la configuration est tout bonnement ignorée. Donc c'est important de bien respecter les choses, sinon après vous allez chercher des heures pourquoi il ne veut pas comprendre ma configuration. Donc à l'intérieur, on va avoir des enfants dans cette configuration et on va avoir un scalar node. Donc on va avoir une première clé qui va s'appeler clé. C'est ce que l'on définit et c'est ce que l'on voulait ici. On va préciser que ça, c'est important. Donc on va mettre un is required. Et on peut mettre aussi d'autres conditions, par exemple cannot be empty. Et on peut en définir comme ça une tonne. Et une fois que vous êtes satisfait, vous fermez, vous mettez un end. Maintenant, je peux redéfinir un nouvel enfant. Donc on va avoir un nouvel enfant, children, qui sera lui aussi de type scalar, et ça sera secret pour la clé secrète. Ça ne peut pas être vide, donc on mettra cannot be empty, et ça ne peut pas, et c'est requis tout simplement, et on ferme ensuite notre children. Et on ferme une seconde fois notre root node pour dire on a fini. Donc ça, c'est un élément très important parce qu'il va permettre en fait de définir la configuration et quand l'utilisateur va écrire du YAML ou va écrire par exemple du XML, ça permettra de valider la configuration. Et une fois que vous êtes satisfait, vous devez retourner ce treeBuilder. Maintenant, vous pouvez retourner dans votre reCAPTCHA Bundle Extension et utiliser cette configuration et demander au framework de charger cette configuration. Donc vous allez faire un $configuration égale new configuration et on va utiliser la configuration que l'on vient de créer. Elle n'a besoin de rien au niveau de son constructeur.
Ensuite, on va faire un coup de config égale this process configuration et on va demander à notre système de prendre en compte cette nouvelle configuration que l'on a créée. Et ensuite, on va utiliser aussi notre tableau de configuration qui est passé ici. Maintenant, tout de suite, on va s'arrêter et faire un coup de dump config pour voir de quoi il la retourne et un die tout de suite. Donc j'essaie de réactualiser ma page qui avait une petite erreur concernant le file loader. Et on a toujours cette petite erreur. Oui. Petit détail, le nom de l'extension ici ne doit pas s'appeler bundle, j'ai fait une petite erreur. C'est comme le nom en fait du bundle sans bundle. Donc si on a créé un bundle qui s'appelle reCAPTCHA extension, il faut que la classe et le fichier s'appellent simplement reCAPTCHA extension. Voilà, petite erreur de ma part, désolé. Si maintenant vous réactualisez, vous allez voir que automatiquement, il va trouver notre configuration et il va bien essayer de charger ce code-là. Si ce n'est qu'il a trouvé une petite erreur, il y a un children en trop. Et c'est à cet endroit-là, on fait le children, on définit un scalar node, on ferme le scalar node et là on réouvre le children. Non, c'est children qui va contenir un premier node qui est scalar, un second node qui est scalar et on le ferme à la fin. Les end ferment les nodes à chaque fois. Donc on a voilà, cette structure-là, autant pour moi. Si maintenant je réactualise, vous allez voir que dans la variable config, on a bien les deux clés qui ont été définies par l'utilisateur. Si l'utilisateur venait à oublier une clé ou simplement ne rien définir, dans ce cas-là, le framework sortirait une erreur. Et il dirait, pour reCAPTCHA, je m'attends, il faut nécessairement que tu spécifies la clé. L'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir utiliser ces paramètres de configuration que je récupère pour les transformer en paramètres qui pourront être injectés dans le système de service. Donc je peux faire par exemple un $container, set parameter. Ce paramètre, on va l'appeler reCAPTCHA.key, tout simplement, et on récupérera la valeur key. Et comme vous pouvez l'imaginer, on fera un reCAPTCHA.secret et ce sera config.secret. Et maintenant, on aura deux paramètres que l'on pourra utiliser quand on le souhaitera dans toute notre application. Si je reviens au niveau de mon terminal et que j'essaie de débugger les paramètres, on va essayer de débugger le paramètre qui s'appelle maintenant reCAPTCHA.key. On voit bien qu'il nous sort notre clé. Donc ça fonctionne convenablement, on a ces paramètres. Maintenant, j'aimerais bien au niveau de mon bundle, définir un nouveau fichier que l'on mettrait dans le dossier resources. On aurait un sous-dossier qu'on appellerait config, et à l'intérieur, on aurait notre services.yml. Comme ça, le bundle est capable de déclarer lui-même ses propres services. On aurait une clé services, et on ferait exactement la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure. On aurait un nouveau service qu'on appellerait reCAPTCHA.type. Ça utiliserait la classe reCAPTCHA_submit_type que l'on a créée. On précise que c'est dans les tags form.type. Et on préciserait que l'argument à passer, ça serait l'argument contenant la clé. Et l'avantage, c'est qu'on pourrait utiliser le paramètre que l'on vient de définir, reCAPTCHA.key. Et c'est beaucoup plus pratique parce que ce paramètre sera automatiquement injecté. Ce fichier service, il va falloir spécifier qu'on veut le charger. Donc pour cela, dans la partie reCAPTCHA extension, en plus de charger cette nouvelle configuration, on va préciser au système, il faudrait que tu charges le fichier qui contient les services, donc ce fichier que l'on vient de créer. Donc pour cela, juste avant notre partie configuration, on va créer une nouvelle variable loader et on va créer un nouveau YAML file loader. Alors attention, il n'y a pas de majuscule, c'est YAML file loader. Alors il y a beaucoup de namespace qui correspondent. Nous, c'est toujours dans la partie dependency injection. Ce YAML file loader, on va lui passer un paramètre, le container, et on va lui passer un second paramètre, un file locator. Ça va permettre de spécifier le chemin vers le fichier. Donc là, pareil, il faut faire attention, c'est dans la partie component /config. Et on va partir du dossier courant, donc ça sera _dir. Il va falloir remonter d'un cran, et ensuite on ira dans le dossier resources, puis ensuite le dossier config. Et automatiquement, il va charger l'ensemble des fichiers YAML qui se situent dans ce dossier-là. Et maintenant qu'on a ce loader, on va pouvoir lui dire « J'aimerais bien que tu charges le fichier services.yml ». Comme ça, notre système chargera notre service et sera en mesure d'être capable d'initialiser notre type avec la clé, qui va contenir la clé correspondant à reCAPTCHA. Et maintenant, on a ce petit bouton « Envoyer ». Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que lorsque l'utilisateur clique sur Envoyer, on veut déclencher le JavaScript. Donc si on revient sur reCAPTCHA, il faut charger cette partie JavaScript ici et créer une méthode onSubmit qui va faire un traitement particulier.
Pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez demander à l'utilisateur de rajouter ce JavaScript et de définir une méthode particulière. Moi, je cherche à faire quelque chose qui soit le plus simple à utiliser. Donc, je vais faire quelque chose qui ne sera pas forcément propre, en tout cas suivant comment vous voyez les choses. Mais moi, je trouve que c'est la méthode la plus simple d'un point de vue code. Quand je vais utiliser ce type, je n'ai pas besoin de modifier mon JavaScript. Donc, ce que je vais faire, je sais que certains vont hurler, c'est que je vais directement mettre le JavaScript dans l'HTML à ce moment-là. Sachant que je n'ai jamais de reCAPTCHA par page, donc je charge ce script-là et je le mets en async et en defer, histoire qu'il ne bloque pas l'exécution. Et ensuite, je vais avoir ma fonction submit. Donc cette fonction, on la définit juste après. Donc elle peut être bloquante, elle, ce n'est pas gênant vu que c'est simplement une déclaration de fonction. Je ne vais pas l'appeler onSubmit parce qu'il y a de fortes chances que ce soit déjà utilisé par quelque chose d'autre. C'est pas terrible d'injecter une variable globale qui s'appelle comme ça. Donc je vais utiliser l'ID de mon champ et l'appeler reCAPTCHA submit. Maintenant que j'ai ce callback, il va falloir que je l'utilise ici. Donc le callback, ça sera ID suivi de reCAPTCHA submit. Là, ici, ce que ça fait, c'est que ça trouve l'élément qui correspond au formulaire et ça soumet. Donc moi, le problème, c'est que j'ai pas forcément accès facilement au formulaire. Donc je vais récupérer l'élément en faisant un coup de document.getElementById. Et par contre, ce que je peux récupérer facilement, c'est l'élément qui est ce bouton-là. Maintenant que j'ai ce bouton, il me suffit de remonter de parent en parent jusqu'à trouver l'élément qui est le formulaire. Donc on va faire un coup de while. On va lui dire tant que le parent de l'élément est différent de nul, on continuera à remonter. À chaque fois, ce que l'on fera, c'est qu'on vérifiera est-ce que l'élément .tagName, qu'on vérifiera son nom, c'est un formulaire. Si effectivement c'est un formulaire, dans ce cas-là, on va pouvoir soumettre ce formulaire-là. Donc on fera un lm.submit et ensuite on break pour sortir de cette boucle while. Si on n'est pas dans un élément de type formulaire, dans ce cas-là, on va lui dire que l'lm est égal à son parent. Et comme ça permet de remonter de parent en parent jusqu'à trouver l'élément formulaire. Donc c'est un petit peu de JavaScript, mais bon, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc maintenant, ça va automatiquement, dès qu'on va cliquer sur ce bouton-là, déclencher cette fonction-là qui va trouver le formulaire et qui va essayer de le soumettre. Donc je réactualise ma page, ici. Donc vu que je charge le reCAPTCHA, on voit que j'ai ce petit bandeau-là. Et lorsque je vais cliquer sur envoyer, il va me mettre en place ce système ici. Parce que je suis en localhost et du coup, il considère que je suis un méchant bot. Donc je coche les différents feux de circulation et ensuite je soumettrai les informations. Donc la seconde partie et le second traitement que l'on va devoir mettre en place, c'est la partie contrainte. Il va falloir valider que les informations sont correctes. Donc pour cela, on va créer une nouvelle contrainte. Cette contrainte, on va la placer dans un namespace qui va s'appeler constraint, tout simplement. Et elle va s'appeler reCAPTCHA.php. On va donc se situer dans le namespace reCAPTCHA bundle anti/constraints. Et la classe s'appellera reCAPTCHA. Et c'est important, elle doit étendre des systèmes de contraintes. Donc constraints, qui se situe dans le namespace validator, dans le composant validator. Au niveau de cette classe-là, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est définir une propriété publique qui s'appellera message, qui sera le message à afficher lorsque un CAPTCHA invalide est soumis. Et nous, on mettra simplement invalid CAPTCHA. Maintenant, au niveau de notre reCAPTCHA submit type, on va pouvoir lui dire dans les valeurs par défaut que les contraintes à utiliser, donc c'est ici, on va mettre constraints, et on va avoir un tableau ou simplement une seule contrainte, c'est à vous de voir. Donc on mettra juste une seule contrainte, et ça sera une nouvelle reCAPTCHA, donc la classe que l'on vient de créer. Donc rien que ça permettra de rajouter notre nouvelle contrainte. Je me rends sur ma page, je vais essayer de cocher correctement les feux de circulation, mais en général je suis pas très bon sur ces CAPTCHA-là, et je clique sur valider. Automatiquement on obtient une erreur parce qu'on a créé la contrainte, mais il faut créer une autre classe qui est le reCAPTCHA validator, qui va être la classe qui va être responsable de valider, elle, les données. La partie contrainte permet simplement de définir la configuration ou le fonctionnement d'une contrainte. Donc il y a une convention importante, c'est que ce validator doit être au niveau du même namespace et s'appeler le nom de la contrainte validator.php. Je crée
ce namespace-là. Enfin, j'utilise ce namespace constraint. Pourquoi il me laisse pas le créer? J'ai dû peut-être faire une petite erreur. J'ai mis ici constraints au lieu de constraints. Donc on va renommer ce dossier-là. Voilà. ReCAPTCHA validator, du coup, on va se situer dans constraints. Et là, il importe bien le bon namespace. Et vu que j'ai changé ça, il faut que dans le submit type, je change aussi le namespace de l'import. Donc ce validator, ça va être une classe ReCAPTCHA validator qui va étendre de constraint validator. Donc qui se situe aussi dans le composant validator de Symfony. Donc lorsqu'on étend, notre IDE passe au rouge et pour implémenter les choses, il faut avoir une fonction validate qui prend en paramètre la valeur et ensuite la contrainte. Alors d'habitude ça marche très bien parce que notre système de formulaire va envoyer dans la fonction validate la valeur qui a été postée dans le formulaire. Et du coup tout se passe normalement parfaitement bien. Le problème c'est que dans le cas de ReCAPTCHA, ce qui se passe c'est que le formulaire n'est pas vraiment utilisé. C'est-à-dire que notre champ CAPTCHA ne sera jamais vraiment existant, il ne sera pas utilisé. Et il lui crée un nouveau champ qui a une clé qui s'appelle g-reCAPTCHA ou un truc du genre. Du coup, le value n'est pas vraiment utilisable et il va falloir récupérer la requête qui a été faite. Donc pour récupérer une requête, vous n'avez pas directement la possibilité d'injecter l'objet request, mais vous pouvez injecter le request stack qui vous permet de récupérer différentes informations sur la requête. Donc on va changer le constructeur de ce validator-là et on va prendre au niveau de son constructeur un request stack. Donc c'est quelque chose qui se situe dans le namespace request stack du composant HTTP Foundation. Et on va appeler ça request stack. Tout de suite, on va initialiser cette valeur-là. Et ensuite, dans notre validate, on pourra récupérer la requête courante en faisant un coup de vis request stack get current request. Et si on veut récupérer tout ce qui est passé en paramètres, on peut faire un request ou un query ou ce que l'on veut. Nous, on va plutôt ici utiliser request. Parce que c'est une valeur qui sera postée en post et du coup ça se situe dans le corps de la request. Et tout de suite, on fait un coup de dump et de die pour voir de quoi il en retourne. Je réactualise ma page, je resoumets les informations et il me dit ici que le constructeur a été appelé avec 0 argument alors qu'il devrait être appelé avec un seul argument. Donc l'auto-wiring ne fonctionne pas dans cette situation-là. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on a créé un fichier service. Donc on va définir un nouveau service qu'on va appeler reCAPTCHA.validator. Ce service utilisera la classe ReCAPTCHA validator que l'on vient de créer. Et on va préciser que ça a comme tag validator, constraint validator. Et ensuite, on va lui préciser que l'on veut mettre en place l'auto-wiring automatiquement. Comme ça, l'avantage, c'est qu'il utilisera le bon constructeur et il lui passera les bons arguments. Donc si je réactualise, j'obtiens bien les paramètres et on voit que l'on a contact qui contient tout l'ensemble des informations et on a aussi la nouvelle clé qui correspond au remplissage de reCAPTCHA, c'est g-reCAPTCHA-response. Donc la seule chose qui me reste à faire, c'est de récupérer cette valeur-là. Donc là directement, je peux au niveau de mon validator récupérer dans la partie request et seulement lui demander cette clé-là. On va appeler ça response ou reCAPTCHA response comme vous voulez. Alors hop, on va enlever le dump, on va mettre reCAPTCHA response. Ça sera vis request stack get current request request get et on récupère cette clé là. Donc déjà il faut faire attention parce que cette clé n'est pas forcément remplie. Si l'utilisateur a utilisé le formulaire et l'a soumis sans utiliser reCAPTCHA, on va avoir un problème. Donc on peut faire une première condition en disant if reCAPTCHA response est nul. Dans ce cas-là, on fera un vis context build violation. On lui passe en paramètre le message qui correspond à ce problème-là. Donc on peut récupérer le message depuis notre contrainte, qui est quelque chose de type reCAPTCHA constraint, donc qui contient la clé publique, enfin, qui contient la propriété publique message, et on rajoute ce problème-là. Et on peut faire un return parce que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et même, je me dis ici, on pourrait généraliser, mettre un if empty, comme ça on gérera le cas où c'est vide. Donc maintenant je vais essayer de réactualiser ma page, je vais essayer de remplir le formulaire, mais je ne vais pas utiliser le bouton envoyer classique, je vais utiliser le bouton envoyer que j'avais mis manuellement. Donc on va mettre John Do, l'email ce sera john@do.fr et on va mettre un message complètement bidon.
Je clique sur envoyer sans utiliser reCAPTCHA. Et dans ce cas-là, j'ai bien une erreur. Donc j'ai une erreur au niveau du formulaire ici. Mais j'ai aussi une erreur au niveau du CAPTCHA. Et l'erreur se met automatiquement. Si l'utilisateur le souhaite, il pourra renommer cette erreur en utilisant de la configuration. Par exemple, dans mon application, je peux me dire je ne suis pas forcément satisfait de la traduction, donc je vais créer un nouveau fichier pour les traductions. Je vais créer un fichier validators.fr.yaml et il pourra renommer le invalid CAPTCHA en CAPTCHA invalide. C'est pas la traduction du siècle, mais ça devrait fonctionner. Donc je reclique sur envoyer, cette fois-ci en faisant une erreur qu'au niveau du reCAPTCHA, et j'ai bien ici cette erreur-là. Vu que je viens de créer un nouveau fichier pour la partie traduction, il faut que je fasse un coup de PHP bin/console cache2.clear. Je resoumets les informations et j'ai bien CAPTCHA invalide. Donc maintenant, pour valider la réponse, on va se rendre sur Packagist et on va chercher le package qui correspond à reCAPTCHA. Et on va utiliser ce package-là, qui est le package officiel par Google. Donc pour l'installer, c'est très simple, on fait un coup de composer require google/reCAPTCHA et vous allez prendre la version 1.2 si vous voulez la même version que moi. Ou vous pouvez prendre la dernière version. S'il y a des changements, après, vous allez devoir faire des petites adaptations. Donc ce package-là, il est déjà disponible au niveau des recettes Symfony et normalement, il va vous poser la question, est-ce que vous voulez utiliser les recettes ? Donc ce que va faire cette recette, c'est qu'elle va automatiquement rajouter un fichier reCAPTCHA dans votre projet qui configurera le service Google reCAPTCHA. Nous, on va mettre non parce qu'on veut vraiment que ce soit le bundle qui définisse comment il doit fonctionner. Donc maintenant que cette librairie est là, elle fonctionne assez simplement. Il faut l'instancier en lui passant la clé secrète et ensuite on peut l'utiliser. Donc moi je me dis, ce qui serait encore mieux, ça serait d'avoir au niveau de mon constraint validator, donc au niveau de mon reCAPTCHA validator, directement au niveau de la construction, l'objet reCAPTCHA de Google. Bon, le problème c'est que j'ai tellement d'objets qui s'appellent reCAPTCHA qu'il s'y mélange un petit peu les pinceaux, et ça on va l'appeler reCAPTCHA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Ouais, non, c'est bon. Et ensuite, on va l'initialiser pour y avoir accès depuis n'importe où. Donc, comme ça va poser problème, c'est que si j'essaie de réactualiser ma page, il y a de fortes chances que le système me dise « Moi, l'objet reCAPTCHA, je ne sais pas comment l'initialiser. Il s'attend à avoir une clé secret, comment tu vas faire ?» Donc, au niveau de mon système de service, mais celui de mon bundle que je vais ensuite plus tard publier, donc c'était ce service-là, je vais lui expliquer comment changer cette classe-là. Donc on va l'appeler reCAPTCHA.google ou reCAPTCHA tout simplement. reCAPTCHA. La classe, ça sera la classe reCAPTCHA qui provient de Google. Voilà. Le tag, il n'y aura pas de tag, on n'aura pas d'auto-wiring, mais on va préciser les arguments. Donc les arguments, on regarde à l'intérieur de cette classe, il y en a deux. On va avoir un premier argument qui sera la clé secret, et l'avantage c'est qu'on peut utiliser le système de paramètres que l'on a déjà défini. Donc là, hop, on fait un pourcentage reCAPTCHA.secret, et ensuite en second paramètre, alors ce second est optionnel, c'est le request method, c'est-à-dire la méthode à utiliser. Et on voit que si ce paramètre est nul, il utilise une méthode de type post. Si on regarde à l'intérieur, ça veut dire que pour appeler Google, il va utiliser directement un file get content. Il va pas utiliser une méthode qui est super pratique en vrai. Si on regarde les différentes classes qui sont disponibles, moi je pense que faire un curl ou un curl post, ça serait mieux. Donc si vous voulez changer ça, vous pouvez le définir directement au niveau de votre système d'injection. Donc dans votre système de service, vous allez lui dire que l'argument request method, ça sera la classe reCAPTCHA.method. Et dans ce cas-là, hop, ça veut dire que vous devez définir ce reCAPTCHA.method et ça utilise la classe, on avait dit curl. Et c'est la classe dans reCAPTCHA. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est définir cette classe-là, tout simplement, hop. Vous ne mettez rien, hein, vous allez automatiquement utiliser la classe qui a le même nom, il n'y a pas de problème. Et en fait, vous changez cette méthode-là. Et vous lui dites que lorsqu'on fera appel à cette méthode, vous faites en vrai appel à la partie curl. Donc c'est l'implémentation de cette interface-là. Comme ça après, lorsque vous faites votre injection, vous avez juste besoin de lui dire je veux que tu utilises l'injection par rapport au nom de l'interface. Ça permettra à l'utilisateur final peut-être de pouvoir redéfinir l'interface qu'il souhaite utiliser pour ces objets-là et de pouvoir modifier ce comportement-là.
Après, c'est vraiment à vous de voir. Là, c'est votre service. Vous êtes complètement isolé dans votre bundle et vous pouvez changer la logique si nécessaire. Si maintenant je réactualise ma page, l'avantage, c'est qu'il va savoir comment injecter l'objet et comment valider les choses. Et enfin, si vous voulez que l'auto-wiring fasse son affaire, vous pouvez renommer ce premier service-là avec le nom de la classe, tout simplement. Ça sera reCAPTCHA, avec un C majuscule. Si maintenant vous réactualisez la page, automatiquement le système sera en mesure d'injecter ce second paramètre reCAPTCHA et ça fonctionnera. Si ce n'est que, oui, j'ai fait une petite erreur ici, la méthode c'est curl post. Voilà, hop, hop. Voilà, léger petit changement et là ça va fonctionner, l'objet sera injecté convenablement et on pourra utiliser Google reCAPTCHA. Donc dans mon validator, hop, je reviens ici, j'ai maintenant mon objet reCAPTCHA, j'ai vérifié est-ce que cette réponse n'était pas vide. Dans ce cas-là, je vais faire un vis reCAPTCHA, je récupère mon objet provenant de Google, je fais un set expected host name et je vais m'attendre à ce que, dans mon cas, ça soit égal à ce qui est passé au niveau de la requête. Donc, ça veut dire que j'ai besoin peut-être de sauvegarder la requête, donc je vais extraire ça dans une variable que je vais appeler request. Maintenant, j'ai juste à lui passer le host name. Donc on peut faire un get host. Si vous voulez que ça foire systématiquement, vous pouvez mettre des A ou n'importe quoi après. Ça vous permettra de vérifier qu'est-ce qui se passe si votre reCAPTCHA est invalide. Ensuite, on va lui dire, voilà, j'aimerais bien que tu vérifies la réponse. Donc c'était le reCAPTCHA response. Et je peux passer en second paramètre l'IP de l'utilisateur. Donc ça sera un request get client IP. Maintenant que je fais cette vérification, ça me renvoie une réponse. Et cette réponse, je peux vérifier est-ce que c'est une réponse de type success ou non. Si ce n'est pas quelque chose de type success, ça veut dire que j'ai eu une erreur et je peux rajouter, comme je l'ai fait ici, mon système. Si je veux éviter de me répéter, je peux faire ici simplement un coup de vis add violation et je lui passerai en paramètre la contrainte. Hop. Et je ferai la même chose au-dessus. Vis add violation et je lui passerai la contrainte. C'est juste pour économiser quelques petites lignes et après il faudra créer cette méthode-là. Private function add violation. On lui passe en paramètre la contrainte qui sera un objet de type constraint et à l'intérieur on reproduit juste ce petit bout de code. On peut mettre en return si on a envie mais ça n'a pas d'importance. Ça permet, si jamais vous avez besoin de rajouter de la logique, de ne pas devoir modifier à deux endroits dans cette fonction. Et là, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, le token qui a été envoyé par reCAPTCHA sera vérifié. Et s'il est bon, on n'aura pas d'erreur et le formulaire se postera. Et s'il n'est pas bon, on aura une erreur. Donc on le voit ici, il y a une erreur où il me dit je ne sais quoi. Si vous voulez tester, vous pouvez faire un dump response et vous avez, il me semble, la partie errors qui vous envoie les différents codes d'erreur. Donc ça peut être pratique dans la phase de debug si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas dans cette situation, c'est qu'effectivement, on n'a pas utilisé le système de CAPTCHA. Donc on me dit détecter les passages piétons. Voilà, on va aider Google à gérer les voitures autonomes. Et si je soumets, le mail a bien été envoyé. Si, comme je l'ai dit, je fais un ajout et je lui dis tiens, le nom d'hôte que je reçois est différent et que je force en fait l'erreur, on va remplir les informations. On va mettre john@do.fr et on va mettre un faux message. Je clique sur envoyer en utilisant le bouton de reCAPTCHA. Je remplis convenablement les choses, donc j'identifie les devantures de magasin, je pense que c'est bon. Je clique sur valider. Et là, on me dit effectivement il y a une erreur. Et dans les parties code d'erreur, il y a un host name mismatch. Donc on a effectivement une incohérence au niveau du nom d'hôte. Donc je peux enlever ça et j'ai maintenant fini avec le code de ce bundle-là. Et comme vous le voyez, il est très simple à utiliser. À terme, si jamais j'ai besoin de le réutiliser dans une application et que j'ai publié ce bundle sur Composer, la seule chose que j'ai à faire, c'est au niveau de mon dossier de configuration de mon projet, définir les deux clés pour le package reCAPTCHA. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est aller modifier les parties recettes au niveau de Symfony Flex. Donc, si j'arrive à trouver sur GitHub, voilà. Vous avez le Flex, et nous, ce que l'on cherche, c'est les recettes. Donc, on va être recipes et GitHub, voilà, pour essayer de tomber. Et vous avez les recipes contrib. Ce que vous pourriez faire, si vous décidez de publier ce package-là, c'est faire un pull request au niveau de cette recette-là et choisir de créer vous-même une nouvelle recette.
Si on prend celle pour Google Recaptcha par exemple, la recette consiste simplement à dire il faudra que tu crées un nouveau fichier qui se situera dans config packages et qui sera google_reCAPTCHA.yml. Et ensuite, on peut automatiquement générer la configuration. Ça fait que quand les utilisateurs installeront notre package, ils se retrouveront directement avec ces clés qui seront remplies. Et on pourrait utiliser les variables d'environnement comme ils le font, hop, pour se simplifier la vie. On pourrait avoir un truc qui ressemblerait à ça, qui, et ensuite Google Recaptcha Secret. Bon, si on fait ça, vu que nous, pour l'instant, on n'a rien dans notre environnement, ça nous renverra juste une erreur en nous disant, ben non, il y a un problème. Les clés ne peuvent pas être vides et ne peuvent pas être non définies. Ou carrément, ça nous dit que les variables d'environnement n'existent pas, c'est encore mieux. Alors hop, juste avant, je vais peut-être les conserver parce que je ne les connais pas par cœur. On va modifier notre fichier .env. Voilà. On va mettre un Google_reCAPTCHA_key et on mettra la clé. Et en Google Recaptcha_secret et on mettra la clé secrète. Comme ça, on aura une configuration qui sera vraiment parfaite. Hop. Et voilà. Hop là. Là, on devrait être bon et on refait ce qu'on avait dit avec les variables d'environnement. Et si je réactualise ma page, on en revient à mon système qui fonctionne convenablement. Si ce n'est peut-être que là, je vais changer le bouton. Donc c'était dans le property/show.html.twig. Dans mon formulaire, je vais enlever le bouton de soumission. Et dans mon contact type, donc ce qui permettait de définir le formulaire de manière, en PHP, je peux rajouter une classe. Et on rajoute la classe btn-primary. Si je réactualise, est-ce que ça fonctionne? On me dit non, la classe n'est pas acceptée. Oui, effectivement, c'est dans les attributs, autant pour moi, atre. Et on va définir la classe qui se situe comme ceci. Je reviens sur ma page et ça ne sera pas forcément pris en compte parce que quand on avait défini le fields.html.twig, on redéfinissait de force la classe. Donc ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est de récupérer la propriété ou de dire que par défaut, ça sera du vide. Et dans ce cas-là, ensuite, on fait une concaténation avec la classe g-reCAPTCHA que l'on rajoute après. Et on ne fait pas d'erreur au niveau des parenthèses, sinon on ne va pas aller loin. Comme ça, ça permettra à l'utilisateur, s'il le souhaite, de redéfinir les classes. Donc je réactualise ma page, et là, j'ai bien mon btn-primary. Et reCAPTCHA sera automatiquement mis en place grâce au JavaScript qui est injecté juste au-dessus de notre formulaire. Du coup, après, les prochaines étapes seraient de publier ça sur Composer, histoire d'avoir une installation du package beaucoup plus simple et de ne pas devoir le faire de cette manière-là, en mettant juste un dossier libre. Là, c'est pratique pour tester votre bundle avant de le publier, avant de le séparer, mais après, à terme, c'est effectivement plus intéressant de le séparer. Moi, je ne le ferai pas dans cette vidéo parce que en cherchant sur Symfony Flex, hop, dans la partie recettes de Symfony, quand j'avais cherché reCAPTCHA, j'étais tombé sur cette librairie-là qui permettait d'avoir un système qui est quasiment proche de celui qu'on en avait, si ce n'est que lui, il utilise un type qui permet de rajouter le bouton reCAPTCHA dans notre formulaire. C'est pas quelque chose qui est invisible. Donc j'ai fait une pull request au niveau de son projet pour avoir le système invisible. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de publier cette librairie qui ferait doublon. Ça sert à rien de faire deux fois la même chose. Et je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ce que je viens de faire là. Donc ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, si vous avez besoin de créer un bundle, c'est intéressant si vous avez besoin de rajouter de la logique. Nous, on a besoin de le faire ici pour ajouter cette partie compiler pass, pour rajouter un nouveau chemin au niveau des templates des formulaires. Ensuite, c'est intéressant aussi pour avoir une configuration qui est plus aisée pour les personnes qui vont utiliser votre bundle. Vous le voyez, plutôt que de demander à l'utilisateur de remplir toute une série de services, on peut lui cacher une partie de la complexité et utiliser le système de configuration pour lui dire, voilà, moi j'attends seulement deux choses, la clé et la partie secrète. Et c'est tout ce que j'ai besoin que tu définisses. Et toute la logique et tout votre système de service est configuré au sein de votre bundle. Donc c'est une philosophie un peu particulière, mais ça permet d'avoir un bundle qui est complètement isolé, mais qui reste quand même extensible avec la possibilité pour l'utilisateur de modifier des vues par exemple et de changer, d'avoir un layout différent pour la partie bouton, s'il a envie de faire quelque chose de complètement différent.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le principe de bundle, notamment le changement de configuration, les conventions un petit peu qui sont décidées. Et si vous avez d'autres idées ou d'autres suggestions, des choses que vous aimeriez bien voir un petit peu plus développées dans les parties Symfony, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!